Alors, les embarcadères ont été construits sur un financement de l'Union européenne dans le cadre d'un projet qui s'appelle projet d'appui au service d'entretien routier. Donc, nous avons un embarcadère à Wango Sao, ensuite il y en a un à Kolongo et un troisième à Eta. Donc, ces embarcadères permettent d'accueillir les activités des compatriotes qui ont des baleinières qui naviguent sur le cours d'eau Ubangui, mais en amont, c'est-à-dire de Bangui pour aller vers Mobaye, vers Mobaye-Kwango, et leur permet donc d'accoster et d'approvisionner la ville de Bangui en différentes marchandises. Il y a parfois des bœufs qui arrivent sur ces embarcadères. Il y a beaucoup de caprins, les cabris, les moutons, et puis beaucoup de vivriers. Et cela permet donc de développer des activités de commerce tout le long de ce cours d'eau. Donc, ces embarcadères servent à accueillir les compatriotes et leurs baleinières qui accostent et qui contribuent de manière très efficace à la sécurité alimentaire dans la ville de Bangui. Alors, vous avez une architecture organisationnelle à deux niveaux. Il y a d'abord, le premier niveau, c'est l'administration centrale. L'administration centrale est composée du cabinet du ministre et ensuite d'un certain nombre de directions fonctionnelles, notamment la direction générale des travaux publics, la direction générale de la planification, et ensuite vous avez la direction des transports de surface, la direction générale des transports aériens. Donc voilà les quatre directions fonctionnelles qui, par leurs activités quotidiennes, apportent la réflexion à l'amélioration des services de transport sur le plan institutionnel, sur le plan législatif et sur le plan réglementaire, en améliorant sans cesse le cadre juridique, en améliorant le cadre réglementaire, le cadre institutionnel. Et à côté donc de cette administration centrale, vous avez des organismes, des agences et des offices sous tutelle. Vous avez signalé l'Office national du matériel, mais il y a aussi le Fonds d'entretien routier, il y a aussi la Société centrafricaine de transports fluviaux, il y a la Société de développement des infrastructures aéroportuaires de Centrafrique Sodiac, il y a l'Autorité nationale de l'aviation civile qui régule un peu le transport aérien et l'aviation civile dans notre pays. Donc il y a une dizaine à peu près de sociétés sous tutelle qui, dans leur mission et conformément à leur statut, fournissent un certain nombre de prestations à la collectivité nationale. Alors, s'agissant de l'ONEM, l'ONEM a été créé à la suite de la disparition de la Direction générale du matériel que vous voyez ici. Vous avez encore les vestiges dans la cour de la Direction générale des travaux publics. L'ONEM est organisé donc en office public qui dispose de l'autonomie financière, peut rester en justice à un conseil d'administration. L'ONEM réalise des travaux en ce qu'on appelle en régie administrative contrôlée. C'est-à-dire que l'ONEM a une vocation d'exécution des travaux par la fourniture d'un certain nombre de prestations, terrassement, couches de fondation, couches de base, revêtement, réhabilitation des ouvrages d'art, réhabilitation, curage des grandes canalisations. Les prestations de l'ONEM sont de très haut niveau, à telle enseigne que même l'Union européenne, lorsque nous avons réparé de toute urgence le pont Saint-Charles qui menaçait de s'écrouler, l'Union européenne est allée inspecter les travaux réalisés par l'ONEM et sur cette base-là a vraiment évalué de manière indépendante et reconnu la qualité des prestations réalisées par l'ONEM et à titre d'encouragement a donné donc la réfection de tout le canal de l'Akwanga à l'ONEM sous un marché de gré à gré d'environ 2 milliards de francs CFA. C'est pour vous dire que l'Union européenne en général ne donne pas de marché de gré à gré, mais le fait de le confier à l'ONEM, cela donne vraiment une crédibilité certaine à la qualité des prestations fournies par l'ONEM. Mais l'ONEM a aussi une deuxième vocation, c'est soutenir le secteur des BTP en Centrafrique. C'est-à-dire que les entreprises de bâtiments et travaux publics, qui sont des entreprises privées, peuvent truster avec l'hôtel
avec l'ONEM dans le cas des prestations de location de matériel, d'appui divers sous forme d'ingénierie, etc., que l'ONEM donc facture à ces sociétés. Ça peut être des locations de bulles à l'année ou à la semaine, des locations de niveleurs, des locations d'engins divers. Vous avez dû visiter l'ONEM, vous avez vu comment les ateliers sont très bien entretenus là-bas, comment les véhicules sont pris en charge. Moi, j'ai mis en place avec l'ONEM, c'est les protocoles de maintenance préventive. C'est-à-dire que nous travaillons comme dans le milieu de l'aviation, c'est-à-dire que nous travaillons en potentiel. Lorsque les engins ont réalisé un certain nombre d'heures, il y a des tâches systématiques qui sont fournies dans le protocole du constructeur. On remplace un certain nombre de pièces, on graisse, on nettoie, on pulvérise, etc. pour permettre justement à l'ONEM d'avoir une disponibilité permanente de ces engins et de les mobiliser en cas de nécessité. Et souvent, ce sont des nécessités qui sont des besoins qui sont très urgents. Donc il faut avoir un porte-char, un plateau toujours prêt à transporter un bulle pour démarrer des travaux à la demande du maître d'ouvrage qui est principalement l'État. Donc voilà ce que je peux vous dire de l'ONEM. Mais l'ONEM travaille grâce à de financement qui est mis en place par le Fonds d'entretien routier. Fonds d'entretien routier qui reçoit des subventions de la Banque mondiale et surtout qui collecte une fiscalité, une parafiscalité, la taxe sur le carburant, qui s'appelle la redevance de route, RUR, donc qui est composée à peu près de 55 francs sur le litre de chaque carburant acheté. Cela alimente la caisse du Fonds d'entretien routier et dans un manuel de procédure qui est validé par la Banque mondiale, le directeur général des travaux publics commande les travaux au Fonds d'entretien routier et qui le fait exécuter par l'ONEM. Donc vous avez une relation triangulaire entre les trois qui est complètement normalisée et validée par nos partenaires. Votre question est très pertinente parce qu'avant même qu'on aille à Bruxelles, nous avons déploré un appel d'offres qui avait été lancé par la BAD ici et qui indiquait un certain nombre de critères d'éligibilité des entreprises. Par exemple, on a demandé un chiffre d'affaires de 5 milliards les 3 dernières années. Alors, 5 milliards les 3 dernières années, dans un pays en crise, cela revient à exclure automatiquement toutes les entreprises centrafricaines. Donc, vous voyez, il faut faire très, très attention, il faut être extrêmement attentif à ce type de clauses qui, en apparence, ce sont des clauses anodines, mais dans la réalité, c'est un système très pernicieux pour exclure justement les entreprises nationales. Donc nous avons organisé un grand séminaire atelier ici avec tous les acteurs du secteur. Ils sont en train donc de construire la nouvelle fédération nationale des bâtiments et travaux publics pour défendre ensemble leurs intérêts matériels et moraux. Nous avons mis en face les établissements financiers pour qu'ils apprennent à dialoguer ensemble parce que, vous savez, pour réaliser des travaux, on vous demande des cautions, on vous demande un certain nombre d'argent liquide, cash, avant d'entreprendre un certain nombre de réalisations. Et si l'entreprise n'a pas une bonne surface financière, elle doit pouvoir être aidée par les banques, dont c'est la vocation de soutenir l'activité économique. Et souvent, cet argent est prêté à des taux très élevés. Et ce sont des taux qui ne permettent pas justement aux entreprises d'engranger des marges bénéficiaires conséquentes. Donc en dialoguant, les banques ont compris la nécessité de créer un nouveau cadre de relation avec les entreprises du BTP en mettant des lignes de crédit spécifiques à leur disposition, justement pour prendre en charge toutes ces problématiques que je viens de vous citer, établissement des cautions, avance de trésorerie, etc., pour leur permettre de réaliser les chantiers dans d'excellentes conditions et pouvoir engranger quelques bénéfices afin de renouveler le matériel, afin de le développer, afin de le moderniser. Donc cette préoccupation, Dieu merci, est déjà prise en charge au niveau du ministère
et nous travaillons de manière très étroite et collaborative avec les acteurs du secteur au sein de la Fédération nationale des bâtiments et travaux publics de Centrafrique. Donc c'est en ordre serré que nous allons essayer de mobiliser les ressources mises à notre disposition par les partenaires techniques et financiers. Le rôle de l'administration, c'est de monter rapidement un certain nombre de projets à maturité, de lancer les appels à la concurrence et de veiller à ce qu'il y ait des clauses qui privilégient les entreprises locales. Il y a plusieurs clauses, notamment des clauses de sous-traitance, des clauses à taux ou à montant égal, favoriser l'entreprise nationale. Ça, c'est des clauses pour favoriser un peu le secteur du BTP à se redresser, à se développer, surtout à se reconstruire après la crise que nous avons tous traversée et qui malheureusement a eu un impact très négatif sur les actifs de ces sociétés. Le matériel a été vandalisé, incendié souvent et les entreprises ont subi des pertes énormes. Et la reconstruction de ce patrimoine nécessitera beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Et pour cela, nous devons les accompagner, les soutenir à travers les différents appels à la concurrence qui seront issus donc des projets identifiés par la conférence des donateurs à Bruxelles. Je voudrais d'abord remercier Bangui Wood d'avoir pris le temps de venir s'associer à cet événement majeur pour notre pays. Cette première année, comme vous pouvez le constater, c'est l'année de renaissance pour notre pays. C'est l'année de reconstruction nationale et nous avons besoin de mettre en synergie tous les talents, toutes les capacités de nos concitoyens, de nos compatriotes, d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils résident. Et vous, Bangui Wood, venant de la diaspora, vous avez pris une part très active à donner une meilleure visibilité, une meilleure tonalité, un meilleur relief à l'action du gouvernement cette première année. Donc je voudrais ici saluer votre engagement, saluer votre disponibilité à faire ce voyage et à nous donner le moyen d'expliquer à nos compatriotes ce que nous avons réalisé au niveau du gouvernement pendant la première année du mandat de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. C'est moi qui vous remercie.